Bonjour et bienvenue au sommet de l'épanouissement et du développement personnel. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Nico Pen. Bonjour Nico. Mais bonjour et merci pour ton invitation. C'est un régal de t'avoir aujourd'hui. Tu le sais, je te l'ai dit, j'adore ton énergie, j'adore ce que tu fais et ton outil est d'une puissance absolument extraordinaire. Donc, je me réjouis de passer 1 heure à décortiquer l'énéagramme, les profils et tout ce que tu vas nous apprendre. Donc, Nico, je fais une petite présentation, mais une fichtre. Qui donc est Nico Pen? Et donc, Nico est entrepreneur, philosophe et chercheur de vérité. Il est le fondateur de la première formation numérique francophone certifiante en énéagramme et tu es l'auteur du petit livre de l'énéagramme que tu nous montreras juste après parce que tu l'as près de toi, édité chez First Edition. First Edition, excuse-moi, ça doit être français. Voilà, j'ai un raté en anglais. Il est également l'auteur d'une chaîne YouTube qui capitalise plus de 1,5 million de vues à ce jour. Félicitations, Nico. Est-ce que du coup, tu pourrais nous dire pourquoi tu as accepté de participer à ce sommet? Alors, c'est une bonne question et finalement, en fait, euh, c'est chouette de pouvoir aider, de pouvoir apporter, de pouvoir contribuer. Et quoi de mieux qu'un endroit, un lieu où finalement on partage des valeurs qui sont communes et un désir commun. Tous, même vous qui nous écoutez, surtout vous qui nous écoutez. Tout à fait. Et donc, Nico, tu vas nous parler aujourd'hui d'énéagramme. On l'a dit, c'est un vaste sujet. Donc, l'exercice est déjà de dire un maximum de choses sur l'énéagramme en 1 heure, 1 heure quart. Pour le même prix, on le ferait pendant 5 heures. Hein, vu d'ailleurs, toutes les vidéos et toute la formation que tu as fait. Donc, c'est un sujet très complexe. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est vraiment essayer de comprendre tiens, dans quelle mesure c'est intéressant. Donc, qu'est-ce que l'énéagramme? Déjà, on va commencer par là. Et puis, dans quelle mesure c'est intéressant, c'est un outil intéressant, en quoi est-ce qu'il peut nous aider, etc., etc. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est l'énéagramme? Bien évidemment. Alors, comme tu le dis, c'est un très très vaste sujet, un très vaste champ d'études. L'énéagramme est connu, on va dire, de façon simple comme un outil de profilage de personnalité. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est une discipline qui a mi-chemin entre la psychologie et la spiritualité. Et c'était vraiment le lien et la réunion de ces deux choses. Et l'énéagramme, en fait, va définir au départ 9 typologies de personnalité, qui sont des typologies de personnalité qui sont présentes très tôt dans notre enfance, et tellement tôt au point que finalement notre profil de base, même si on va arborer les autres parties de la personnalité, notre profil de base va être présent jusqu'au bout de notre vie. Et c'est là où finalement on dit bon, je ne suis pas dans une case. En fait, moi j'aime bien dire c'est pas des cases, c'est des familles de personnalités. Comme on a une famille propre avec des cultures, avec une histoire et des traditions communes, et bien pour l'énéagramme, c'est pareil. On a des familles de personnalités où on va plus ou moins se retrouver selon les personnes. Et on a tous connu cette fameuse situation où finalement on a quelqu'un face à nous et dit « Je ne comprends pas comment cette personne peut penser, je ne comprends pas comment cette personne peut agir, je ne comprends pas pourquoi. » Et en fait, c'est tout à fait normal parce que bien souvent, ces personnes qui ont un type énéagramme et une façon de voir la vie, le monde différent. Donc, l'énéagramme, c'est quoi? C'est une façon de voir la vie, le monde. Et il y a 9 véritables grandes façons de voir la vie et le monde. Et on choisit par la vie, par différentes choses très très tôt dans l'enfance, d'en arborer une. Et finalement, on va orienter notre vie au regard de cela. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on ne change pas de profil énéagramme. Par contre, on évolue. Et une personne, on peut avoir 2 personnes de même profil avec des niveaux d'évolution différents. Moi, j'aime bien prendre certains exemples, comme un exemple qui est très drôle et qui peut sembler étonnant, c'est Donald Trump, l'abbé Pierre, c'est le même profil énéagramme. On voit qu'il y a quand même un petit décalage entre les deux. On peut prendre Bush Junior et Ridhu Krishnamurti, pour ceux qui connaissent, c'est pareil. Il y a plein d'exemples comme ça.
Et du coup, j'ai deux questions qui me viennent. La première, ce que tu as dit, c'est qu'on choisit très tôt. Et donc ça, j'aimerais bien en savoir plus parce que finalement, choisir un profil, et on verra après les différents profils, donc je trouve ça, enfin, ça m'interpelle quand tu dis on choisit, ça c'est une première chose. Ouais. Et la deuxième, effectivement, c'est le changement. Je veux dire, quand on voit le lot de surprises que la vie nous réserve, qui parfois fait qu'on on change de vie, que ce soit la crise de la quarantaine, ou tu sais, on vit des morts, ou tu vois, des choses qui sont parfois vraiment des points de bascule, où tu dis, attends, il y avait une façon de fonctionner, et puis il y en a une autre. Et donc, Mm. du coup, est-ce que c'est dans le développement ou c'est… enfin, moi, ça me parle particulièrement parce que j'avais l'impression d'être voilà, un profil. Et puis, le chemin faisant, on a beaucoup de pères, de drames, etc. Du coup, j'ai l'impression d'avoir choisi un autre profil, de m'être dirigée vers un autre profil, mais plus par la question de la vie, ça peut pas être ça, tu vois. Et donc, chemin Mm. faisant, en développant une autre attitude, mais qui va avec des croyances, qui va avec, tu sais, le travail sur le développement personnel, etc., des outils, j'ai l'impression de plus être finalement la même personne jusqu'aux croyances, jusqu'à toute une Mm. série de choses. Et donc, ma question est, est-ce qu'on peut devenir, enfin, tu vois, est-ce qu'on peut changer de profil, ou alors est-ce que j'ai toujours été ça et que ça se manifestait de différentes manières? Voilà. C'est une longue question, je suis d'accord. C'est une longue question qui peut amener une très longue réponse et qui pourrait aller même très loin parce que, en fait, aussi pour donner un petit peu quand même une place à chaque chose, l'énéagramme va correspondre à une partie de la personnalité. Et il y a d'autres parties de personnalité qu'on va retrouver sur d'autres choses, sur d'autres, je dirais pas méthodologie, mais sur d'autres strates. Donc, il n'y a pas un outil de profilage de personnalité, si on prend juste ça, qui va pouvoir couvrir toute l'explication de notre personnalité. Pour moi, l'énéagramme, en fait, je le vois vraiment comme… C'est un peu comme sur ta carte d'identité. Ben voilà, je suis né telle année, je suis un homme ou une femme, mais est-ce que le fait d'être un homme ou une femme, ça fait partie de notre identité, mais est-ce que ça nous définit en tant qu'être? Bien évidemment que non. Pourtant, on voit, ne serait-ce que de façon physiologique, que eh bien, ça joue et ça influence ce que l'on est et ce que l'on fait. L'énéagramme, c'est exactement la même chose d'un point de vue psychologique. C'est un peu comme si on rajoutait une case de plus sur son passeport avec le type énéagramme. Moi, j'aime bien le voir comme ça. Donc ça, c'est pour le premier point sur le changement de profil. Maintenant, moi, j'ai une façon qui est intéressante, qui est de voir le changement. Je ne le vois pas forcément comme un changement, mais j'aime bien plus mettre le mot d'évolution. Et donc, on a déjà deux choses. Sur l'énéagramme, on a un point qui est fondamental, c'est qu'on évolue. On évolue sur son profil. Alors, on va évoluer de manière ascendante, ce qui est cool, ou de manière descendante. On peut voir par exemple des personnes, tu vois, si on prend le type 6, qui est un type lié à la peur, au stress, à la méfiance, eh bien, on peut avoir une désintégration vers des peurs qui peuvent amener à des troubles très forts, des crises d'angoisse, ou voire de la paranoïa. Donc, on peut voir que ça peut aller très bas. D'autres profils qui peuvent aller sur de la manipulation, d'autres sur des aspects plutôt sombres de la personnalité, sur un repli de soi ou sur de la dépression ou autre. C'est pas non plus une chose, il n'y a pas une relation qui est tel état égale tel profil. Par exemple, une personne dépressive ne va pas forcément correspondre à un profil énéagramme en particulier. Cependant, le fait de aller sur les côtés compulsifs du profil, les peurs, c'est souvent les peurs, les émotions désagréables, euh, donc vont amener ça. De l'autre côté, on a l'évolution. L'évolution, c'est cette partie de nous qui va s'améliorer, qui va, comme tu l'as dit, arriver à dépasser des choses, qui va arriver à se dire, bon, mais finalement, c'est peut-être pas si grave que ça, c'est peut-être pas si important, il y a peut-être autre chose. Et là, en fait, on va arriver à toucher la quintessence du profil. La quintessence, c'est, alors on pourrait dire beaucoup de choses sur le mot quintessence, mais dans ce cadre-là, pour le laisser juste à ce point-là, eh bien, c'est de vraiment aller toucher la puissance des points de force du profil sans forcément aller sur les écueils. Et en fonction de notre état, par exemple, d'énergie,
eh bien, si tu es bien, si tu es en forme, si tu as bien dormi, si tu es dans un état positif, eh bien, tu vas naturellement aller chercher les points positifs de ton profil. Si par contre, tu te retrouves dans une situation où tu es fatigué, où tu as eu plein d'emmerdes et où tu as quelque chose de tout particulièrement qui vient titiller ton profil, alors à ce moment-là, ça va être beaucoup plus dur. Donc, il y a aussi cet aspect plus, on va dire, plus environnemental qui va faire. Et enfin, pour cette notion d'évolution, donc effectivement, à un moment donné, on va évoluer pour une autre personne. Un peu comme le papillon qui va sortir de sa chrysalide. Mais pour que le papillon sorte de sa chrysalide, il faut que la chenille ait fait le cocon. Donc finalement, ce que l'on est devenu est intimement lié à ce que l'on était. Et c'est pour moi qu'en fait, il n'y a jamais véritablement chemin. Il y a une évolution qui, à un moment donné, va faire un cap radical. Je me rends compte en fait qu'on a pour le coup commencé en cinquième, puisque, puisque je suis directement venue avec voilà, des questions concrètes. Donc je te propose, parce que j'ai encore 30 questions sur ce que tu viens de dire, mais pour histoire de reprendre à la base et d'avoir un fil rouge et que tout le monde suive le tout, je te propose de reprendre sur les profils en disant, bon ben voilà, tu as Ouais. un peu parlé du 6 et alors je tiens quand même à le dire que tu viens de le dire, en fait il y a des points, alors pas des points positifs, mais des points où quand tu es en énergie et quand tu as bien dormi, qu'il fait beau et voilà, et que tu es de bonne humeur et que les oiseaux chantent, etc., ben voilà, tu es plus dans le positif finalement du profil, que c'est clair que si tu sors voilà, si tu sors de chez toi, qu'il y a une voiture qui passe juste devant, qui t'arrose, tu as mal dormi voilà, et les enfants crient et en plus tu as faim, c'est tout de suite pas le même, ça peut être le même profil, mais tu ne te sentiras pas de la même manière et tu ne développeras pas les mêmes choses. Donc ça, c'est ce que tu voulais dire, enfin, c'est ce que tu disais par rapport au numéro 6. Et je reprends parce que si voilà, tu vas présenter les différents profils, je pense que de ce qu'on a entendu, personne n'a déjà envie d'être 6. Et donc, histoire de remettre tous les profils à niveau en disant il n'y a pas de bon et il n'y a pas de Ouais. mauvais profil, c'est que tous les profils ont des points forts ou des choses que tu aimerais développer, et puis des points qui sont plus challenging sur lesquels travailler. Et donc, ça, c'est toute la magie des profils. Donc, voilà, c'était pour rendre un peu justice au 6, qui a plein de points positifs aussi. Et donc, pour rembobiner là-dessus, je te propose de dire un petit mot sur les grands, tu vois, les grands traits de chacun des profils. Ouais. Oui, tu fais bien de recadrer. On va dire que le profil 6, c'est un profil que je connais tout particulièrement. Chacun se fera ses propres conclusions par rapport à ça. Euh, donc, on va revenir effectivement sur chacun des profils. Et effectivement, sur chaque profil, il y a les côtés positifs, négatifs. Mais même un côté négatif, ce n'est pas un côté négatif en tant que tel. C'est juste une réponse à une situation qui n'est pas adaptée et quelque chose qui va s'installer de négatif, de parfois destructeur pour la personne ou pour les autres. Alors, ce que je vais faire là, c'est vraiment un très court résumé, une très courte synthèse des 9 profils énagrammes, sachant que ça ne va pas définir un profil et ça va permettre de donner une idée. Mais pour vraiment trouver, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui aimeraient trouver leur profil, là, va falloir aller beaucoup plus loin. Donc, juste qu'on ait un petit peu une cartographie. Donc, on a 9 profils. On va utiliser des chiffres de 1 à 9. Pourquoi? Parce que les mots peuvent dire beaucoup de choses. Alors, vous verrez parfois qu'on va dire le 1 est perfectionniste, le 2 est altruiste. Quand on regarde vraiment la structure de personnalité du 2, on se rend compte que ce n'est pas de l'altruisme qui est caché derrière. Le 1, dites-lui qu'il est perfectionniste, il vous enverra dans les roses, il ne se reconnaîtra jamais en tant que perfectionniste. Tout ça pour dire que les mots associés au profil, ça éloigne plus de cette découverte que ça rapproche. Donc, j'aime bien les chiffres. Le 1. Le 1, c'est un profil qui est dans une dynamique d'éviter la colère. Éviter la colère des autres. Et puis, pour éviter la colère des autres, le but du jeu, c'est de bien faire les choses. Plus je fais bien les choses, plus les choses sont faites parfaitement et moins il y aura de difficultés, moins il y aura de diffusion de colère de l'autre côté. Et pour cela, ils vont être dans une très grande rigueur personnelle, vraiment à l'extrême. On peut le voir sur la ponctualité. Ils vont faire tout ce qu'il faut faire parce qu'on leur a dit de faire ça. Et en même temps, ils vont avoir une forme d'agacement parce qu'ils vont voir que les autres face à eux ne seront pas au niveau de leurs exigences et ne feront pas bien les choses. Donc, ça va les agacer. Mais comme ils n'aiment pas la colère, ils vont réfréner cette colère.
Et donc, la colère ne sera jamais exprimée, elle ressortira sous forme d'agacement. Ça, c'est pour le 1. Pour le 2, la clé, c'est l'amour. Alors, je vais parler de manque d'amour. Le manque d'amour, c'est quelque chose qui va parler à beaucoup d'entre nous. Mais le 2, ça va être quelque chose de fondamental pour lui. C'est je vais rechercher à être aimé. Et tout petit dans l'enfance, le 2 s'est rendu compte que si j'aidais les autres, si je flattais les autres, voire plus tard si je séduisais d'une façon ou d'une autre les autres, eh bien je recevais de l'amour en retour. Donc, le 2 va découvrir, selon sa vision erronée du monde, que l'amour est une monnaie d'échange. Si je donne quelque chose, j'ai de l'amour en retour. Et donc, ils vont baser leur façon de voir le monde et la vie autour de cette notion d'amour. Ils vont être très calqués, très, comment dire, très fortement impliqués ou dans le ressenti des émotions des autres. Si je ressens l'émotion de l'autre, je peux savoir quels sont ses besoins. Donc, je vais pouvoir répondre à son besoin. Donc, c'est un profil qui va être beaucoup dans l'émotionnel des autres. Et en même temps, ils vont s'oublier eux-mêmes à aider les autres. Le 3, c'est un profil qui est un profil qui a besoin d'être valorisé, qui a un manque de valorisation. Et il s'est rendu compte que finalement, selon sa vision du monde, si j'atteins des objectifs, si je réalise des choses, si je performe, eh bien, je suis valorisé. Donc, il va mettre la notion d'objectif, de résultat, de conquête avant tout le reste. Je dois être quelqu'un ou montrer que je suis quelqu'un pour recevoir une valorisation en retour. Parfois, ça peut aller sur des choses où on va déformer un petit peu la réalité pour arriver à justement avoir cette valorisation. Le 4. Le 4, c'est un profil qui est émotionnel aussi comme le 2. D'ailleurs, le 3 aussi l'est à sa façon, parce qu'il va savoir identifier ce que veut l'autre pour être valorisé. Le 4 va être émotionnel, mais contrairement au 2, il va être émotionnel vers lui-même. Il va ressentir très fortement ses émotions. Le 4, c'est un profil qui, souvent, chez un 4, il va y avoir cette sensation, sans forcément mettre des mots dessus, qu'il y a eu, à la naissance, ils ont été déconnectés du tout et qu'il manque de lien avec les autres. Et ils vont rechercher à, finalement, être en lien avec les autres tout en préservant leur identité et leur authenticité. L'authenticité, c'est un mot fondamental sur le 4. Ainsi, le 4 va être plus connecté, va avoir une plus forte sensibilité à des notions de spiritualité. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont spirituels ou intéressés à la spiritualité sont 4, loin de là. Et ils vont être très focalisés sur leurs propres émotions, leur propre sensibilité et rechercher tout particulièrement, comme les émotions sont des drivers sur nos besoins, ce qui leur manque. Et ils vont juste ressentir en permanence cette sensation de manque. Il me manque ceci, il me manque cela. Ce sont des personnes qui vont avoir donc cette sensibilité-là et aussi besoin de se différencier des autres, de se démarquer des autres. Donc, besoin d'originalité pour montrer mon authenticité. Le 5, on va sortir de l'émotionnel, on va aller sur des profils qui sont beaucoup plus mentaux, beaucoup plus dans la réflexion, dans la logique. Pas qu'ils sont plus intelligents, pas que les profils précédents ont une intelligence émotionnelle plus forte. Ça, il n'y a pas forcément de lien. C'est juste que c'est des façons d'appréhender le monde et la vie. Donc le 5, lui, sa plus grande difficulté, c'est être lié à l'intrusion et les ressources. Donc il va avoir un fort besoin de préserver ses ressources. Alors les ressources, c'est quoi? C'est l'argent, on va y penser forcément, les ressources matérielles, le temps, l'énergie. Et pour cela, eh bien, il va accumuler. Et accumuler tout particulièrement le savoir et la connaissance. C'est un profil qui va être beaucoup dans l'observation, beaucoup dans le recul, beaucoup dans la préservation de sa bulle. Et je dois avoir des informations, je dois avoir pour pouvoir récupérer des ressources. Donc, c'est là où ça va être mental. Le 6, dont on a parlé un peu tout à l'heure, qui a un profil, donc le mot-clé sur le 6, c'est la peur. Mais pas la peur dans le sens classique du terme, quelqu'un qui a peur à un instant T donné, une peur immédiate, c'est une émotion normale. Le 6, lui, va être en direction d'une peur
qui va être une projection mentale, une anticipation de ce qui peut arriver. Je ne sais pas comment est le futur, je ne sais pas ce qui peut se passer et c'est super angoissant de ne pas savoir. Et on pourrait rassurer cette angoisse en se disant, eh bien, je peux faire confiance à mes proches, je peux me faire confiance à moi, je peux faire confiance à la vie. Sauf que le 6, dans son expérience, s'est rendu compte qu'on ne peut pas toujours faire confiance aux autres. On ne peut pas faire toujours confiance à la vie. Et même soi-même, mais parfois, on n'a pas les ressources et les capacités pour pouvoir assurer ça. Donc, il y a une espèce de forme de peur qui va se créer. C'est-à-dire, comment faire pour résoudre ces difficultés, ces dangers, ces problèmes qui peuvent arriver. Et souvent, une anticipation des scénarios des pires des pires. Et donc, une relation à la peur qui va être soit je vais éviter la peur, ou soit même pas peur, je vais foncer dans le tas. La mécanisme de peur, comment on va réagir, inhibition au départ ou pas, et soit on va faire de la fuite ou l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et ça, on va le retrouver beaucoup sur le 6. Donc, c'est très mental aussi parce qu'on va projeter et anticiper. Le 7, on reste sur une approche mentale. Le 7, il va être beaucoup dans la notion de plaisir, de kiff, de liberté aussi. Alors, la liberté, c'est un mot qui est très fort, mais qui est très fort aussi socialement parlant. C'est-à-dire que c'est un mot, je vois aussi, c'est un mot qui va parler comme pour la spiritualité. Ce sont des mots qui, justement, sont des mots. Donc, spiritualité, ça va parler beaucoup aux personnes qui nous écoutent parce qu'on est dans un milieu et dans un univers où la spiritualité est très forte et c'est génial. Et la liberté, on est dans une société où c'est une valeur qui est fondamentale. Cependant, pour le 7, ce qui est intéressant, c'est que plus que la liberté, la joie, le kiff et le plaisir, on a tendance à voir des choses positives. En fait, tout se cache derrière un point fondamental qui est totalement opposé, c'est la souffrance. Le 7 va éviter absolument et par-dessus tout la souffrance. Et comment éviter la souffrance? Eh bien, justement, en allant rechercher le plaisir, en rationalisant, en allant chercher tout ce qui peut donner de multiples options afin d'éviter d'être enfermé et d'être dans une situation de souffrance. Donc ça va être sur le 7. Le 8, on va quitter l'espace du mental, de la logique, on va quitter l'espace de l'émotionnel et on va revenir sur un espace qui était présent déjà sur le 1, qui est lié à cette notion de colère, qui est la notion instinctive, plus directe. Et le 8, lui, s'il est dans une vision du monde où le monde peut parfois être injuste. Et il est même bien souvent injuste. Et puis justement, pour arriver à s'en sortir dans ce monde injuste, il faut que je sois fort. Donc, ils vont être beaucoup dans cette notion de recherche de force. Je dois me montrer fort, je dois me montrer forte. Et beaucoup dans une énergie qui va être une énergie qui parfois peut être confrontante pour les autres. Alors que eux, ça va être juste leur énergie naturelle. Ils vont avoir une façon de parler très directe, très franche. Ils vont détester tout ce qui est la faiblesse, mais pas la faiblesse qui est pas la faiblesse dans le sens où finalement, eh bien quelqu'un va t'attaquer, donc tu es en position de faiblesse, mais des personnes qui vont se mettre en état de faiblesse. Et ce qui va être très viscéral chez eux, c'est l'injustice. L'injustice, ils peuvent vraiment être dans une énergie de lutte, de combat contre l'injustice. Donc là, on ressent cette notion de colère, mais qui est plus un moteur, contrairement au 1 qui va être dans l'agacement et réfréner la colère tout en la sentant. Et enfin, pour rester dans cette notion de colère et dans cette notion instinctive de ressenti au niveau des tripes viscérales, comme le 1 et le 8, on va avoir le 9. Alors le 9, lui, ce n'est pas la colère, parce qu'il peut très bien se mettre en colère contre des choses, contre des situations, mais par contre, c'est le conflit. Et il va éviter absolument le conflit. Alors, comme pour la notion de liberté, comme ce qu'on a vu pour la spiritualité ou pour l'amour, ça va parler à beaucoup de personnes. Mais le 9, c'est vraiment, il va anticiper le conflit, il va tout faire pour éviter une situation de conflit. Et comment je fais pour éviter une situation de conflit? Eh bien, c'est très simple. Si on me demande mon avis, eh bien, je dis, je ne sais pas, comme tu veux. Et donc, en ne se prononçant pas, en s'oubliant lui-même, eh bien, il évite toute source de conflit. Et ce qui va l'amener à une espèce de forme de paresse, mais pas une paresse dans le sens commun du terme, même si elle peut être présente chez ce profil-là, mais une latence à passer à l'action, une latence à prendre des décisions très très fortes. C'est un profil qui aime bien avoir une vie tranquille.
et qui va rechercher à justement l'harmonie, la paix, ne pas faire de vagues. Et donc voilà, avec un fort oubli. Voilà pour une synthèse rapide des 9 profils. Et finalement, j'imagine que celles et ceux qui ne connaissent pas leur profil vont se reconnaître sur plusieurs profils. Et c'est tout à fait normal. Eh ben voilà, justement, Nico, j'allais te poser la question parce qu'en fait, quand on entend ces profils-là, ben souvent, enfin, en tout cas, voilà, le descriptif que tu donnes, c'est ah ouais, ouais, non, mais ça oui. Ah non, 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 mais ça oui. Ah ben écoute, mais ça aussi. Ah, mais oui, mais absolument, mais complètement, mais je suis 1000 fois d'accord, c'est exactement moi en fait. Et donc, du coup, peut-être tu peux expliquer pourquoi il se fait que on a finalement pas mal de traits de caractère des différents profils. Oui, tout à fait. Ben, parce que je vais reprendre la carte d'identité. On a des hommes, tout homme a un aspect féminin à lui, toute femme a un aspect masculin à elle. Donc, si on prend l'énéagramme, c'est exactement la même chose qui va se passer. Toute personne qui est sur tel ou tel profil va avoir des aspects d'autres profils. Après, l'énéagramme, ce qui est intéressant, donc, je vais le montrer avec la figure ici, sur mon joli petit livre. Là, Ah, on voit donc la figure. Alors, on ne la voit pas bien. Je vais la mettre peut-être plus à l'intérieur. Hop, voilà. Alors, ici, on voit la figure, je ne sais pas si on la voit bien, avec les 9 profils, là. Et donc, sur chaque profil, on voit les numéros. Donc là, on a le 9 en haut. Alors, c'est peut-être un miroir. Voilà, le 1, le 2, le 3, le 4, 5, 6, 7, 8. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on va trouver ce qu'on appelle un profil secondaire qui va être le profil voisin au sien. En étant une personne est de profil 3, eh bien, elle peut avoir un profil secondaire qui va être plutôt le 2 ou plutôt le 4. Donc, on va avoir En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va garder exactement les mêmes enjeux de base. Par exemple, le 3 va rechercher à être valorisé, mais il va se rendre compte aussi peut-être qu'en aidant les autres, en apportant les autres, eh bien, il va recevoir cette valorisation-là et en plus de l'amour en retour, ce qui est quand même assez cool. Donc, ce qui fait qu'il va commencer à développer au regard de son profil diagramme des aspects du profil voisin, d'un des deux profils voisins. Donc, c'est là où on va parler de profil secondaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas complexifier. Et il y a aussi une autre chose qu'on peut voir avec les liaisons qu'il y a à l'intérieur de la figure, qui est que, en fait, quand on va être en phase de stress, on va arborer des comportements ou des façons de penser de certains profils, sans forcément être dans son profil. Par exemple, si je reprends le 3 qui est dans cette notion de valeur, qui est dans une situation d'échec, ou que le risque d'échec risque de tomber, il peut être dans un mode de peur, panique du 6 et d'anticiper toutes les situations du pire pour trouver des solutions, ou il peut se trouver dans une situation de 9 qui est de passivité. Si je fais rien, si je passe pas à l'action, il va rien se passer. Au moins, je vais éviter d'être confronté à l'échec. Donc, on peut voir finalement des aspects d'autres profils, mais on reste toujours sur ce même profil. Et bien évidemment, en fonction des situations, en fonction de la vie en général, eh bien, on va arborer certains profils. Par exemple, le côté émotionnel tourné vers l'autre du 2, ben forcément, une mère ou un père vis-à-vis de son enfant, eh bien, il va avoir ce profil, ce côté-là qui va ressortir. Et c'est tout à fait normal. Quand on va être dans une situation où on va être privé de liberté, eh bien, on peut arborer des aspects du profil 7. Et ainsi de suite. Quand on est en situation où finalement on se rend compte qu'on a un gros danger qui risque d'arriver, eh bien, on va être plutôt dans son 6. Donc, c'est là où finalement on va voir ça. et donc, du coup, est-ce que, parce que finalement, c'est vrai que bah, quand on t'entend, on se dit, bah, waouh, c'est un peu complexe. Et effectivement, on peut avoir des parties de finalement plusieurs profils différents entre effectivement les ailes, donc les profils auxquels on est lié, plus les profils, Mm. le profil avant le nôtre et après, etc. On se dit, ouais, bah, en fait, on est finalement un peu de tout. Et donc, est-ce que tu pourrais peut-être affiner justement Mm.
l'importance et l'utilité et en quoi finalement connaître son profil peut vraiment t'apporter toute une série de choses. Est-ce que tu pourrais peut-être affiner et expliquer toi peut-être comment tu l'as découvert, comment tu l'utilises, ce que ça t'a apporté et ce que ça apporte à toutes les personnes qui suivent tes formations que tu accompagnes. Alors, l'énéagramme, comme il y a toute pièce, il y a deux faces, l'énéagramme souffre de sa plus grande qualité, c'est-à-dire que c'est un outil qui est d'une puissance incroyable. Pourtant, j'ai essayé de passer au banc d'essai du doute, de voir si vraiment il arrivait à passer toutes les épreuves, on va dire, mon côté de ma méthodologie scientifique. Et c'est redoutable comme c'est efficace et comme ça fonctionne bien. Maintenant, le revers de cette pièce, c'est que eh bien, ça demande un investissement. Ce n'est pas un simple test Enneagram. D'ailleurs, je déconseille fortement les tests Enneagram. Si vous souhaitez vous perdre et vous éloigner de votre profil, faites des tests. C'est la meilleure façon de ne pas trouver son profil, pour moi. Parce que c'est lié au comportement. Et le profil Enneagram, c'est plus à l'intérieur. C'est plus dans l'inconscient. C'est plus dans le donc, c'est une exploration vraiment qu'il faut faire des profils. Donc, ça, c'est le premier point. Découvrir chacun des profils. Moi, j'aime bien dire, il y a 3 phases, en fait. 3 phases simples. Première, c'est quand on découvre l'énagramme, apprends, découvre les 9 profils énagramme. Mais vraiment les découvrir, vraiment les explorer. Phase numéro 2, trouve ton profil. Ce qui se fera plus ou moins dans la phase numéro 1. Et phase numéro 3, bosse sur ton profil. Et c'est vrai que là, j'ai dit des choses qui peuvent paraître un peu complexes, avec cette notion de profil secondaire, d'intégration, désintégration. Mais ce que je dis toujours à mes élèves en formation, je leur dis toujours la même chose, c'est des choses qui sont complémentaires, mais focalisez-vous toujours sur le principal, revenez toujours au principal. Et si vous travaillez que ça, vous avez largement de quoi bosser pendant une décennie ou deux. C'est bosser sur votre profil. Cherchez votre profil et travaillez dessus. Juste ça. Juste ce travail-là va faire qu'on va découvrir plein de choses au fur et à mesure du temps. C'est un peu comme si on va tirer un fil et puis petit à petit, on va tirer un autre fil et ainsi de suite. Donc, ce travail, il se fait là. Maintenant, pour répondre à la question de fond, Juste, c'est… Ouais. par rapport à ce que tu viens de dire, quand tu dis, ah bah tiens, voilà, effectivement, intéressez-vous au profil des élèves, trouvez votre profil et travaillez votre profil. Ça veut dire quoi, travailler ton profil? Ouais. Alors, il y a aussi cette… ça, c'est des retours aussi que j'ai eu. Effectivement, la personne dit, bon, mais ok, moi, je suis type 5, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est parce qu'il manque l'autre côté. Ça, c'est, on va dire, l'énéagramme en tant que tel. Moi, comme ma façon d'enseigner l'énéagramme, c'est que l'énéagramme doit se compléter avec autre chose, pas avec forcément d'autres disciplines. Alors, de mon côté, comme je suis enseignant certifié de PNL, j'utilise beaucoup de PNL pour aider, mais pas que. Mais l'énéagramme, ça permet de mettre un état des lieux. Là, à cet instant T donné, je suis tel profil énagramme, je sais quelles sont les difficultés vis-à-vis de ce profil et je vois ce qu'il y a à modifier. Maintenant, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Et c'est là où finalement, on va aller chercher les ressources nécessaires pour travailler là-dessus. Alors, c'est une approche que j'ai, c'est l'approche on va dire, de la personne à l'origine de l'énagramme que j'adore, qui est Claudio Naranjo, qui est d'ailleurs d'origine chilienne, qui a développé ce modèle. Et lui-même faisait exactement la même façon. Et ça, on peut le faire de mille et une façons. Mais déjà, dans un premier temps, c'est s'observer. Moi, j'aime bien cette dynamique de s'observer soi-même. Tu trouves ton profil, admettons que je suis, on va prendre un exemple, je suis profil 5. Je suis profil 5, je trouve mon profil, eh bien, je vais m'observer. Et finalement, je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai une situation liée aux ressources, eh bien, je vais me sentir en situation de stress. Donc, ça peut être de différentes façons. Ça va peut-être être par rapport à l'argent. Alors, je vais peut-être commencer à regarder, travailler mon rapport à l'argent, peut-être travailler mon rapport au temps, peut-être être plus dans l'action, moins dans l'observation. Et là, ainsi, en fait, on va voir finalement toute une série de choses sur lesquelles on peut bosser.
que ce soit sa gestion émotionnelle ou autre. Si je suis de type 2, eh bien, je vais peut-être commencer à écouter mes propres besoins. Ça va être un peu difficile au début. Je vais aussi identifier que j'ai une forme d'orgueil qui se présente. Peut-être commencer à minimiser ça. On me l'a peut-être reproché aussi. Donc, je vais peut-être travailler. Et en fait, on va très rapidement arriver à voir, quand on trouve son profil, ça vient tout seul. On va très rapidement voir ce qui ne va pas. J'aime bien, ce qui arrive souvent, et moi-même je l'ai vécu, quand j'ai trouvé mon profil, j'ai eu deux émotions très complémentaires et très contradictoires. J'étais heureux et dégoûté. J'étais heureux parce que, toi pareil, j'étais heureux parce que, putain, ça y est, j'ai enfin trouvé mon profil Enneagramme, c'est génial, je suis trop content et tout. Et je suis dégoûté parce que je me dis, j'aurais pas, franchement, c'est la loose ce profil, quoi. J'aurais aimé être notre profil. Et ça marche pour alors pas tout le monde, mais pour beaucoup de personnes, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va trouver son profil, on va voir tout ce qui ne va pas, tout ce qui est galère sur son profil, plutôt que de voir les points de force. Et on va avoir tendance à voir les points de force qui sont chez les autres. C'est bien reconnu. On a tendance à chercher chez les autres ce que l'on n'a pas. Et admirer chez les autres sans voir nos propres qualités. Donc, c'est ça qui va se passer. Je vais peut-être compléter du coup ton témoignage. C'est vrai que du coup, quand j'ai lu, tu vois, mon profil, il y avait vraiment ce côté, tu sais, tu écris, enfin, tu lis, et puis quand tu lis, au fur et à mesure que tu lis, tu te rends compte aussi de toutes les choses que enfin, tu vois, que tu partages pas aux autres, que tu dis pas, des trucs à la limite que tu sais que tu vois, que tu sais que tu as en toi. C'est quelque chose que tu n'aimes pas spécialement, mais bon, c'est comme ça que tu fonctionnes. Mais quand tu le vois écrit noir sur blanc, il y a un côté effectivement oh, oh, tu vois, tu l'écris, et puis enfin, un côté génial, oh, mais c'est pour ça, tu Ouais. vois, c'est pour ça. Alors, je parle entre autres, tu vois, comment tu récupères de l'énergie, enfin, tu vois, il y a des choses, le territoire, enfin, tu vois, des choses où tu fonctionnes et tu n'as même pas conscience que tu fonctionnes comme ça. Par contre, tu as conscience que ça te dérange par moment, tu vois, mais sans pour autant mettre le doigt dessus. Et le fait de voir écrit vraiment le descriptif, tu vois, de ton profil, ça te permet aussi de te rendre compte de toute une série de choses que, que tu n'as même pas conscientisé, tu Mm. vois. Tu sais, que tu ressens, que tu vis, enfin, tu vois, et souvent ça t'embête au quotidien, mais c'est ta manière de fonctionner, c'est comme ça et tu l'as codé. Et voilà, et donc pour moi c'était un peu mince, j'ai le mot en anglais, un relief, tu vois, quelque chose où tu le lis, tu fais, Soulagement. de quoi? Un soulagement tout à fait. Ah, c'est pour ça, tu vois. Et puis avec le côté genre, oh non, mais t'imagines le taf de ouf qu'il y a derrière. Enfin, tu vois, dire, Ouais. mais non, ça m'arrange pas d'être comme ça. Moi, je veux l'autre, en fait. Je veux l'autre parce que voilà, je suis déjà à mi-chemin, j'ai déjà travaillé certaines choses, c'est chouette, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est un peu le double effet qui se coule, mais pour le coup, c'est un vrai enrichissement de pouvoir Ouais. avoir un décodage. Et encore une fois, on l'a vu, il y a plein de choses que tu peux travailler, il y a plein de choses que tu peux enfin, améliorer, j'ai tenté qu'on appelle ça de l'amélioration, que tu peux travailler si ça te pose problème et si tu as envie voilà, de ressentir autre chose et de développer d'autres choses et de servir effectivement des autres numéros, des ailes et qui peuvent être en fait de l'inspiration. Mais si tu sais que quand tu vois, quand tu es de bonne humeur ou en énergie haute, tu sais que tu te comportes comme ça, enfin, tu le lis et tu dis c'est pour ça. Et donc, le fait de le voir écrit, c'est effectivement un soulagement. Et puis, ça te donne plein d'informations. Et puis, c'est écrit. Donc, tu dis, ah, je dois travailler. Eh ben, voilà ce que je dois travailler. Et donc, tu arrives, tu as ta C'est écrit là. réponse, tu vois, et tu dis, ah ben voilà, prochain soin énergétique ou psy ou Ouais. journée off ou peu importe. Eh ben voilà, moi, je voudrais bien travailler ce point-là, tu vois, où tu regardes des vidéos pour t'aider à essayer de comprendre déjà pourquoi tu agis comme ça, quoi. Et donc, Ouais. voilà, je trouve que l'énéagramme à ce niveau-là était d'une puissance absolument extraordinaire. C'est très juste ce que tu dis, effectivement, pour appuyer un peu plus après derrière sur le commun, derrière, c'est effectivement ça. Il y a tellement de disciplines, il y a tellement d'outils. Par exemple, si tu veux travailler sur l'émotionnel, ben, tu vas peut-être plus sur les fleurs de bac ou sur d'autres choses. Si tu veux travailler, moi, j'ai, par exemple, en hypnose. Avec mon hypnothérapeute, j'ai bossé sur des trucs qui sont liés à mon profil aussi. Et donc, il y a plein de manières de pouvoir solutionner ça. Moi, j'aime bien voir les trois aspects. Donc, on a vu le mental, l'instinctif et l'émotionnel. Et sur les pratiques thérapeutiques, eh bien, on a des approches qui peuvent travailler sur les trois aspects. Si on prend par exemple l'hypnose, on va travailler sur la partie mentale inconsciente. Si on prend la partie émotionnelle, il y a plein d'outils émotionnels, le FT, les fleurs de bac et bien d'autres. Sur la partie instinctive, le yoga, la méditation, ce genre de choses-là. Et c'est intéressant.
finalement d'aller sur tous ces aspects-là, quoi. Ça, donc l'énéagramme est vraiment, en fait, te permettre de mettre le doigt sur un certain nombre de choses et un peu, c'est le début. Et tu sais, à ce sommet, je disais justement fait pour ça, c'est essayer de démêler la pelote de laine en disant mais par où est-ce qu'on commence et quels sont les outils qui me permettent, voilà, de mieux me comprendre aussi pour savoir, bah tiens, si je me sens pas bien ou voilà, si j'ai un souci, si je suis un peu bof, bah, par quoi commencer, quoi, quels sont les différents outils et steps qui te permettent de, et l'énéagramme te permet effectivement peut-être d'avoir des clés et une connaissance qui te permet après de dire, bah, comme tu le disais, je trouve ça génial que tu donnes l'exemple, tu vois, d'outils et qui sont des outils différents en fonction de ce Totalement. que tu travailles et à quel niveau tu travailles. Et donc, c'est un petit peu, moi, je vois ça vraiment comme, tu sais, une espèce de prescription, tu vois, un truc de Ouais, général en disant, totalement. ah, je sais bien que ça va pas très bien, mais je comprends pas très bien pourquoi ça va pas. Ben voilà, tu as déjà quelques clés et ça te permet de commencer quelque part ou de continuer parce que tu peux être déjà en cheminement, etc. Et l'énéagramme rajoute vraiment une couche en disant, bah, tiens, voilà, tu as déjà travaillé toute une série de choses et voilà ce qui va vraiment bien. Et quand ton énergie haute, voilà ce que tu as tendance à développer. Et peut-être, du coup, tu rajoutes des couches pour te permettre que ton énergie soit encore plus haute ou que ça dure encore plus longtemps. Ou au contraire, voir, bah, tiens, voilà, je suis dans l'apport, il y a eu le confinement. Et je fais quand même une petite parenthèse, Nico, on te remercie mille fois parce que Nico est au Chili et Nico est confiné, quoi. Donc, Oui. c'est pour Nico qui est là avec une magnifique énergie et qui est confiné, quoi. Donc voilà, donc c'était une petite Un parenthèse. moment. Donc voilà, donc comme quoi on peut être confiné dans une confiné et être six et en fait sourire et répandre la lumière à tout le monde, hein, Nico. Donc Oui, totalement, totalement. Et, euh, et c'est pour appuyer ton propos sur, j'aime bien la prescription médicale, je trouve que c'est vraiment bien choisi. Et moi, il y a un truc qui m'a pas mal dérangé, qui m'a fait perturber il y a 7-8 ans de ça, voire un peu plus, quand j'étais dans mes propres recherches de développement personnel. Ben forcément, il y avait des méthodologies, tu vois. Et il y a le fameux truc où une personne a trouvé une solution à son problème et va te dire, ben voilà, c'est la solution que j'ai trouvée, donc ça marche pour moi, ça marche pour vous. Sauf que, moi, je le croyais, parce que j'ai un petit côté innocent, et sauf que ça ne marchait pas. Et voire pire, ça m'avait encore plus mis dans des situations de difficulté parce que ça ne marchait pas, mais pas pour. Parce que ça marchait pas, ça ne marchait pas pour moi. Et ça aussi, c'est bien, je trouve, avec l'énéagramme, parce que ça permet de savoir vers quoi on doit aller, vers quoi on ne doit pas aller. Et par exemple, si tu es déjà une personne, si tu es une personne qui est déjà dans une rigueur très forte et qu'on te donne des méthodologies d'efficacité, de rigidité, de ceci, cela, il faut faire ça, il faut faire des habitudes, des machins et tout ça, certes, ça va fonctionner. Certes, tu vas avoir des résultats, mais ça ne va pas t'aider à aller mieux. Ça va être mieux dans une société où on recherche de la productivité, de l'efficacité et la réalisation d'objectifs. Mais toi, à l'intérieur de toi, en tant qu'être humain, eh bien, ça va plus faire de renforcer encore plus la pression plutôt que de la dégager. Et donc, ça, c'est bien. En fait, c'est vraiment d'avoir ces points de base. C'est avant de savoir où je vais, déjà savoir où est-ce que je suis. Si je suis là et si je suis là, eh bien, ce n'est pas le même chemin. Parce que si quelqu'un me dit, ben, tu fais ce chemin-là et que je suis là, ben, ça va m'envoyer dans le décor. et est-ce que tu aurais par exemple tu vois, des cas d'application pratique, tu vois, bah, tiens, après la découverte de l'énéagramme, est-ce que ça, enfin, tu vois, je pense au niveau pro ou au niveau perso, enfin, tu vois, un peu des anecdotes à nous raconter de choses que tu as vues sur ton chemin. En fait, l'idée, c'est, j'aime bien réfléchir au déclencheur, tu vois. Donc, si quelqu'un est, voilà, peu importe ce qu'il est en train de vivre maintenant, mais essaye d'avoir quelques clés ou est désireux de vouloir comprendre. Et tu peux vouloir comprendre même quand tu vas très bien, juste par la curiosité. Tu vois, tu n'es pas obligé d'être au fond du trou. Et donc, ma question, c'est de dire à un moment donné, tu sais, il y a plein. Je cherche toujours le déclic. Donc, quand on utilise un outil, quand on met en place un processus de changement, etc., ben, il doit toujours avoir, et pour un maître Pratt PNL, parlant un maître Pratt PNL, il y a quand même à un moment donné un déclencheur, tu vois, qui engage Ouais. un changement. Et donc, comme
on voit, comme il existe différents outils, j'essaie de vraiment comprendre, bah, tiens, voilà, comment est-ce qu'une personne peut se dire à ce moment-là, ah, bah, tiens, voilà, je pense que l'énéagramme pourrait m'aider. Alors, de toi à moi, on connaît l'énéagramme, on pense que ça peut aider tout le monde. Et soit dit en passant, ça s'adresse, voilà, ça s'adresse à tout le monde. Et le meilleur moment pour se mettre à l'énéagramme, je pense que c'est maintenant, Nico, enfin, juste après la vidéo, en fait. Hein. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais du coup, j'essaie vraiment, tu vois, de permettre aux gens d'avoir des exemples pour dire, ah ouais, attends, là, je me reconnais, ou là, ça pourrait m'aider, ou dans tel domaine d'application. Alors, je ne sais pas si je vais répondre très justement à la question. Euh, bon, déjà, c'est difficile, c'est complexe parce que chacun va fonctionner différemment. C'est le grand classique, on va dire 10 fois une personne ou une personne peut entendre 10 fois le même message et c'est à un moment donné où il va y avoir une espèce de déclic qui va se faire. Donc, c'est là où c'est un petit peu complexe. Moi, je sais que la révélation, j'ai un truc, je l'ai découvert après, ça c'est mon mode de fonctionnement, donc ça va pas forcément intéresser tout un chacun. J'ai constaté qu'à un moment donné, il y a certaines disciplines comme ça où je deviens, ça arrive une fois tous les X années, mais je deviens boulimique. Mais boulimique jusqu'à l'extrême. Et c'est encore arrivé avec la spirale dynamique, il y a quelques temps de ça, qui est un outil juste génial, dont je parle sur des vidéos YouTube d'ailleurs, parce que je ne peux pas m'empêcher de parler de ce qui me passionne. Mais sur l'énéagramme, c'est ce qui s'est passé. C'est que j'ai commencé en fait Pourquoi j'ai commencé à donner des formations énéagramme? Déjà, en fait, pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on me l'a demandé. Je donnais des formations PNL et j'étais tellement passionné par l'outil, j'en parlais, qu'à un moment donné, mes élèves m'ont dit, même si j'avais cette idée qui me tourne en tête, tu voudrais pas nous faire une formation énéagramme? Nous, on aimerait faire une formation parce que ça nous intéresse. Ça, c'était la passion qui part. L'autre partie qui a beaucoup aidé pour on va dire, pas ma découverte de l'énéagramme, mais le fait d'aller plus loin. Parce que pour la petite anecdote, quand je suis allé chercher l'énéagramme au départ, j'ai fait, et c'est très drôle quand tu connais mon profil énéagramme après, c'est que j'étais sceptique vis-à-vis de cet outil. Donc j'ai commencé à m'y intéresser pour me dire, ça enferme les gens dans les cases, c'est de la merde, je veux savoir ce qu'il est, je veux comprendre le truc pour pouvoir le démonter. Et quand j'ai trouvé mon profil, je me suis dit, mince alors, putain, c'est fou. Et en fait, déjà, en fait, c'est mon profil qui m'a amené ça. Et j'avais un copain qui l'avait vu, qui se doutait de mon profil, qui se foutait de ma gueule. Et, et second point, ça m'a surtout fait une espèce de réaction parce que j'ai eu une période très difficile de ma vie à mes 20 ans. Ça a duré 3 à 4 ans, ça a été très très compliqué. Et j'aurais connu l'énéagramme à ce moment-là, bon, c'était pas le moment, mais ça m'aurait fait, j'aurais pu résoudre cette problématique, mais genre, au lieu de galérer pendant 3 à 4 ans, j'aurais pu résoudre un an, ça. Et là, je me suis dit, waouh, je suis passé à côté de quelque chose. Je suis passé à côté de quelque chose de fou. Et après, donc, en s'observant, on commence à travailler dessus, on commence à voir des choses, on commence à bosser là-dessus. Puis finalement, on se rend compte qu'il y a d'autres choses à bosser à côté. Donc, on va sur d'autres choses. Mais en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on a déjà avancé pour voir les autres choses sur lesquelles on bosse. Et l'autre point dont on n'a pas abordé ici, on ne va pas y rentrer en détail parce que ça ferait une 10e digression, c'est le fait que l'énéagramme, c'est soi, mais c'est aussi les autres. Et quand tu arrives à connaître des profils d'énéagramme, tu vois les profils des autres. Et quand tu vois les profils des autres, tu comprends comment ils fonctionnent. Donc, du coup, on s'adapte et on ne gère pas les situations de la même façon. Ne serait-ce qu'une relation de couple. Quand tu sais dans ta relation de couple, eh bien, quel est le profil de l'autre personne, eh bien, du coup, tu sais quels sont ses enjeux psychologiques. Quand par exemple, si tu vis par exemple avec une personne qui est de type 3 et qui est toujours dans ce besoin de démonstration vis-à-vis des autres et qui a une peur panique à chaque fois qu'il y a un échec qui peut se présenter, même si il ou elle ne va pas le dire, bien, le simple fait de le savoir, eh bien, du coup, tu vas pouvoir gérer ta relation avec l'autre différemment et plus accepter et voire mieux aider l'autre. Même si toi, peut-être que l'échec, ça ne te parle pas, eh bien, tu sais comment réagir, comment fonctionner. Et ça c'est juste puissant, quoi. C'est super puissant. Bah, je rebondis là-dessus parce que je trouve que ce n'est pas une digression, parce qu'en termes de champ d'application, pouvoir savoir enfin, le profil de son conjoint et le profil de ses enfants, c'est aussi Ouais,
grave. anticiper ce dont ils ont besoin, leurs craintes, leurs peurs. Ouais. Tu vois, si effectivement tu as un profil, si ton enfant est perfectionniste, tu vois, ou a développé le perfectionnisme comme réponse A, le fait de l'encourager dans ce qu'il fait, lui dire, wow, enfin, voilà, c'est très bien Ouais. d'être hyper présent pour lui. Alors tu vas me dire, oui, ça s'applique à tous les enfants. Bien sûr, ça s'applique à tous les enfants, mais si ton enfant a un profil avec des tendances peut-être plus spécifiques et que tu les connais, alors tu peux vraiment appuyer dessus et le rassurer et prendre, pas de l'avance, mais de vraiment faire en sorte qu'il puisse être du coup moins dans ses peurs ou moins dans ses points plus, j'aime pas dire négatifs, mais tu vois, Ouais. c'est les points moins de force pour justement le pousser dans ses points de force parce qu'il aura le socle de confiance Ouais. et il comprendra ce qu'il a développé. Donc, je trouve que ce n'est pas une digression et on est en plein justement dans l'utilité de l'énéagramme au quotidien. En plus, c'est vrai qu'on parle depuis le début de se connaître soi parce que je pense que tout commence à soi. C'est toujours pareil. Hein, dans un avion, c'est le masque d'abord sur toi et puis sur C'est ça. ton enfant. Mais par contre, mieux appréhender ton boss, tes collègues. Alors après, il ne faut pas devenir complètement fou d'énéagramme et décider de taguer tout le monde et d'imaginer et de coller en plus, parce que tu colles Ouais. une carte, tu ne sais même pas si c'est valide. Tu vois, c'est juste, ah, et Ouais. celui-là, que tu lis ton profil avec ta propre carte du monde, c'est-à-dire avec, c'est pas des panettes, tu vois, avec Tout à d'un fait. point de vue spécifique, quoi. Mais je trouve que du coup, en termes effectivement de compréhension d'autrui, mais surtout en plus de ta famille, enfin, c'est parce que dans l'exemple que tu m'as donné, ben, voilà, j'ai un petit bonhomme, et donc c'est vrai, tu vois, de Mm. connaître ça, ça te permet en fait d'avoir un comportement qui fait en sorte que ça le reste sereine, en fait. Ouais, quoi, totalement, totalement. C'est vrai que pour l'enfant, c'est en fait l'énéagramme, c'est que effectivement la façon dont on va aller sur tel ou tel profil pour répondre à des peurs finalement, des peurs profondes, des peurs primaires. Eh bien, ça va amener ce profil et ça va du coup générer des blessures. Et tu vois, si on prend par exemple le 2 qui a un manque d'amour, qui va toujours rechercher l'amour, mais qui va pas le recevoir en retour, ou qui va toujours être dans cette notion de réciprocité, ça va pas aller, tu vois. Et donc la blessure peut se renforcer. C'est pour ça qu'on voit que finalement, à l'âge adulte, des personnes sont plus équilibrées que d'autres, parce que forcément, on a appuyé plus ou moins sur la blessure de l'enfant en question. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a déjà accepter aussi le profil de l'enfant, parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir corriger aussi en tant que parent, ou ça c'est donc accepter et en même temps l'aider, l'accompagner et éviter justement tous les troubles qui peuvent être qui peuvent être liés à ça et l'amener sur un développement psychologique sain, puisque tous les tous les psys qui font de la psychanalyse classique pourront le dire, hein, il y a beaucoup de choses qui remontent au père et à la mère. Alors malheureusement, enfin, pour nous décomplexer aussi là-dessus, parce que bon, il y a quand même une espèce de chapeau de plomb aussi qui se met chez les parents, c'est que de toute façon, et ça on en revient à la PNL, on fait toujours les meilleures choses qu'on peut à l'instant T donné en fonction de ce qu'on a. Donc, quoi qu'il en soit, le gamin aura forcément des trucs par rapport à un parent, comme nous, on a forcément eu des choses par rapport à nos parents, alors qu'ils ont essayé de faire, généralement, dans beaucoup de cas, le meilleur qu'ils pouvaient faire. Et donc, mais aussi, je dirais plutôt, c'est bien d'avoir des outils qui permettent d'éviter certaines erreurs qu'on aurait pu faire à telle ou telle situation. Et l'énagramme est juste chouette. Et alors c'est une question aussi qui me revient souvent, c'est à quel âge le profil énagramme. C'est la tradition veut qu'à l'âge de 7 ans, le profil est présent. Moi, j'ai vu des cas qui se sont confirmés. À l'âge de 4-5 ans, le profil énagramme était déjà présent, quoi. Donc, était pas présent, il était déjà visible. Et donc autant dire qu'à l'âge de 7 ans, on peut commencer déjà à, à utiliser cet outil pour enrichir sa relation avec ses enfants et ça, c'est chouette, quoi. Bah, du coup, c'est vrai que c'est de ce que de ce que tu dis, en fait, enfin, j'ai une question qui se pose qui est celle du biais, en fait. Tu vois, parce qu'en fait, Ouais, tu dis, ah bah, faites pas les tests parce que voilà, ça vous met dans des cases, c'est beaucoup plus ouais, précis et spécifique que ça.
Et donc finalement, la question qui me vient, c'est comment, tu vois, quand tu travailles pour autrui, donc que ce soit ton conjoint ou ton enfant, en fait, la meilleure personne placée pour définir son type et répondre aux questions et se reconnaître, c'est la personne elle-même. Ouais. Parce que déjà, quand tu le lis, voilà, quand tu lis les différents profils, c'est déjà vachement chaud de trouver, alors que toi, tu es quand même censé être la meilleure personne voilà, qui te connaît avec tes croyances, etc. Quand tu es sur un enfant ou avec un conjoint, etc., comment est-ce que tu fais pour… Parce que, enfin, je reprends juste ce que je disais avant, c'est qu'en fait, tu définis finalement ou tu juges un profil, mais à partir de ton propre profil. Mm. Donc, toujours en réaction à. Et donc, comment est-ce que tu fais, par exemple, pour un enfant de 4-5 ans, comment est-ce que tu arrives tu vois ce que je veux dire, à classer ou avoir une idée de son profil principal, si finalement, bon, le principal intéressé voilà, ne sait pas lire de toute façon à 4-5 ans. Donc, Ouais. Alors, beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de synthétiser au maximum. Première chose, déjà, effectivement, euh, la personne, soit on est la meilleure personne pour se trouver, avec un bémol, seulement si on va creuser en profondeur l'énéagramme. Donc ça, c'est vraiment le gros bémol que je dirais, là, parce que j'ai des exemples de personnes qui pensent être sur des profils et clairement, tout le monde, d'un point de vue extérieur, lui dit « mais non, t'es pas ça ». Et parce qu'il y a ce petit manque-là. Et donc ça, c'est le premier point. Second point, 4-5 ans, je dirais que c'est déjà un peu trop tôt pour donner un avis définitif. Donc laisser en fait commencer à observer l'enfant et laisser une grande ouverture sur le champ des possibles pour laisser la confirmation se faire au travers du temps. Ça prend du temps. Après, tu vois, effectivement, je reviens un peu là-dessus, tu vois, aujourd'hui, avec du recul, parce qu'effectivement, une personne peut arriver à se connaître, va se connaître toute seule, mais tu peux arriver à trouver le profil d'une personne sans forcément être elle. Parce qu'il y a différents points de vue. Il y a le point de vue de soi vis-à-vis de soi et de l'autre vis-à-vis de soi. Et on sait très bien que notre façon de nous voir nous-mêmes n'est pas la même que celle que l'autre nous voit. Et c'est là où on va arriver à, à voir que les deux sont complémentaires et sont nécessaires. Tu vois, sur le Tech Enneagram, je suis faire un exercice. L'exercice, je dis de le faire, faites-le vous et demandez à quelqu'un de le faire pour vous. Comme ça, on a vraiment les deux liens qui se font. Ensuite, pour le typage, alors ça, c'est sur une autre formation que j'ai, tu vois, pour ceux pour les praticiens, ceux qui vont plus loin sur l'énéagramme. Je leur parle du typage et de comment trouver comment trouver le profil d'énéagramme d'une personne. Il y a ce qu'on appelle les biais cognitifs, que tu dois peut-être connaître, qui sont des biais d'interprétation. Et biais cognitifs, dans le cas de l'énéagramme, du typage énéagramme, j'en ai dénoté plus d'une vingtaine, donc qui s'appliquent. Donc ça veut dire qu'en fait, quoi qu'on va faire, on va avoir un biais psychologique, on va avoir une vision tronquée de la réalité. Donc le mieux pour ça, c'est de pratiquer ce qui est une vertu. Alors je vais donner une définition rapide de ce qu'est une vertu parce que c'est quand même nécessaire de le faire ici. On pourrait le voir comme une qualité aujourd'hui, on va appeler ça une qualité, sauf que c'est une qualité qui n'est pas innée mais qui se développe au fur et à mesure du temps. Donc c'est pour ça que j'insiste sur ce mot de vertu, développé par rapport au temps. C'est le pendant opposé de l'orgueil et des biais de l'ego, c'est faire preuve d'humilité. Je ne sais pas, je prends le temps et je peux me tromper. Et donc développer cette humilité-là, et de la patience, humilité et patience, jusqu'à que le profil, on puisse le découvrir. Et ça, c'est vraiment les meilleures façons de faire pour pouvoir trouver le profil. est-ce que tu pourrais nous parler du coup, parce que tu étais parti sur les biais, des 3 erreurs à éviter Ouais. justement pour ton profil type? Alors déjà, la première erreur à éviter, que ce soit pour soi ou pour les autres, c'est d'aller trop vite. Il y a un biais cognitif qui est, comment il s'appelle celui-là, qui est euh, un biais lié à la décision. J'ai plus son nom exact. Un biais de prise de décision qui fait qu'on déteste l'incertitude. Je crois que c'est l'aversion à l'incertitude, me semble-t-il. Et donc, comme on déteste l'incertitude, on a besoin de trancher. C'est blanc ou c'est noir. Tu vois, c'est comme le classique, tu as un homme politique qui arrive, dessus, tu vas être obligé de te dire « je l'aime, je l'aime pas ». Ça arrive souvent, mais les premiers ministres, ils sortent de nulle part, ils arrivent, tu l'aimes, tu le détestes. Et parce qu'on a
on n'aime pas les certitudes. Et donc, partant de ce principe-là, on va chercher à trouver son profil rapidement. Et très rapidement, naturellement, on va vouloir s'orienter vers des tests. Moi-même, j'ai fait cette erreur. Donc, on va très vite s'orienter vers des tests pour lever ce biais. Sauf que il est nécessaire de faire preuve de patience et de donner au temps toute sa place. Premier point. Donc ça, c'est la première erreur à éviter. La seconde erreur à éviter, bon, ben, je l'ai donné, c'est vraiment cette notion d'ego, c'est de croire qu'on est le seul ou la seule à savoir les choses et qu'on a suffisamment d'informations là-dessus et de pas se laisser, de pas laisser de place au doute. Moi, je dirais faire preuve du doute scientifique, le vrai doute, le doute raisonnable et raisonné. Ça, c'est la deuxième erreur. Ensuite, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme grosse erreur sur du typage? La troisième erreur, c'est lié aussi à un biais cognitif. C'est cette notion qu'on voit sur le bouquin de Robert Cialdini, Influence et manipulation, qu'on trouve sous d'autres noms, qui est cette notion d'engagement et de cohérence. C'est-à-dire que lorsque je suis engagé dans un choix, plus je suis engagé dans un choix, plus je vais avoir du mal à repartir en arrière. Ah bah oui, et tu sais quoi, tout à fait, ça me fait penser à l'expérience de Milgram, tu vois, où Mmh, il y a quelqu'un dans une blouse blanche dans une salle et qui, voilà, qui disait aux gens d'appuyer sur un bouton et il envoyait de l'électricité à chaque fois que la personne dans une salle à côté voilà, disait une mauvaise réponse. Et toujours est-il que il y avait, je ne sais plus quel pourcent, mais c'était horrible, de gens qui allaient jusqu'à tuer la personne parce que la ouais, personne, la blouse blanche, lui disait d'électrocuter. Et tout ça pourquoi? Et c'est ce que c'est du biais dont tu parlais en fait. C'est voilà, à partir du moment où tu t'es engagé dans quelque chose, ça te coûte plus cher psychologiquement de revenir sur tes pas et de te dire que tu avais tort de le faire dès le départ que de continuer jusqu'à tuer quelqu'un. C'est un truc de fou. Et ils ont fait exactement. pour la petite explication, ils ont refait encore cette expérience il n'y a pas si longtemps que ça. Et il y avait plus de gens qui tuaient que lors de la première expérience. Voilà. Au rayon des bonnes nouvelles ou pas. Donc voilà, c'était. Voilà, on en restera là parce que c'est pas très drôle, mais et donc comme le temps passe vite quand on s'amuse, bah voilà, ça fait déjà plus d'une heure que nous avons la chance d'être ensemble. Est-ce que tu aurais un outil, une technique, une astuce à nous partager pour démarrer avec l'énéagramme ou faire en sorte qu'on puisse se lancer dans cette folle aventure? Ouais, alors, j'aurais tendance à dire lisez mon livre. C'est une excellente idée. Alors déjà, ça, lire ton livre, voilà, ça c'est fait. En plus, c'est un tout petit livre, tout mignon, hyper bien expliqué. Il est là, il est Donc joli. voilà, tout joli avec des dessins, les ailes. Voilà, le néagramme n'aura plus aucun secret pour vous. Mais, Euh, mais je rajouterais quand même en termes de conseils, ce serait même plus en fait quelque chose de complémentaire à ça parce que c'est vrai, je peux pas dire mieux en fait, c'est pas sur le côté espace promo, mais c'est que c'est difficile pour moi de dire quelque chose, tu vois, de synthétique quand on a vu l'étendue de l'énéagramme. Par contre, moi je rajouterais quelque chose qui est une phrase clé que ceux qui me connaissent m'ont déjà entendu dire. C'est une citation que vous avez peut-être entendue qui était écrite, gravée en lettres d'or sur le temple de Delphes à 600 avant Jésus-Christ, quand ils allaient devant ce magnifique temple et qu'ils voyaient en haut d'une colline et qu'ils essayaient de se rapprocher un peu plus des dieux. Il était écrit: connais-toi toi-même. Qui suis-je? Qui suis-je vraiment à l'intérieur de moi? Et quand on parle d'énéagramme ou de toute autre chose, c'est parce que l'énéagramme n'est qu'un moyen parmi tant d'autres, c'est ça, c'est un outil qui va permettre d'apprendre à se connaître véritablement. Parce que c'est faux, on ne se connaît pas véritablement. On ne sait pas, du moins on se connaît selon la personnalité que l'on arbore tous les jours, mais on va rarement, voire quasiment jamais, aller chercher la profondeur de qui l'on est et vraiment ce joyau et cette pépite qui est à l'intérieur de nous. Et donc, c'est vraiment plus qu'un exercice, c'est une recommandation que j'aimerais euh, poser, inviter à faire à chacun et chacune d'entre vous, c'est apprenez à vous rechercher, à vous trouver. Commencez ce chemin pour se trouver. C'est un chemin d'une vie, c'est un chemin qui est juste passionnant et sur lequel on trouve beaucoup de trésors.
Eh ben, merci Nico pour cette fabuleuse heure hyper instructive. J'espère que, en tout cas, moi, tu m'as donné envie de me replonger, en tout cas dans l'énagramme. Je vais relire mon profil avec attention. Si vous voulez plus d'infos sur Nico, vous allez sur le site du sommet et sur la landing, vous voyez la jolie tête de Nico avec son livre, avec son magnifique livre. Et vous cliquez sur qui est Nico et derrière, vous avez une page de description avec voilà, qui il est, ce qu'il fait, et puis tous les liens où vous pouvez le retrouver, dont sa chaîne YouTube où il vous partage des pépites de feu sur l'énéagramme et sur d'autres choses également. Et on peut aussi mettre le lien vers ton petit livre d'énéagramme sur ta Oui. page pour ceux et celles qui ont envie d'en savoir plus et de dévorer ce petit ouvrage pendant les vacances ou après. En fait, il n'y a pas de période, c'est ça qui est bien. C'est pas saisonnier. L'énéagramme, c'est toute l'année. Donc, merci mille fois, Nico. Je te dis à très bientôt et merci d'avoir été parmi nous. Ben, merci à toi pour l'invitation et merci à toutes et à tous pour nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'était un plaisir.